J'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Pierre Musso. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, professeur honoraire de l'Université de Rennes 2 et Télécom Paris Tech. Et puis auteur avec Bernard Charles, le PDG de Dassault Systèmes, de La renaissance de l'industrie, un dialogue entre un industriel et un philosophe. Voilà un projet très original qui a suscité et en tout cas éveillé ma curiosité. Il est préfacé par l'un des plus grands architectes contemporains, Franck Gehry, qui est le créateur notamment du Guggenheim à Bilbao. Et il raconte d'ailleurs dans la préface sa découverte d'un outil 3D, de Dassault Systèmes en l'occurrence, qui a rendu possible ce Guggenheim. Il dit avec cette technologie, on a construit ce bâtiment où aucune pièce d'acier n'est identique à une autre pour 100 millions de dollars dans le respect des délais et des budgets. Ça a été une révélation sur la manière dont la technologie lui a permis en fait de se dépasser en matière d'architecture. Alors, pour revenir à vous, avant d'enseigner à l'université, vous avez participé et dirigé des services d'études, de recherche et de prospective dans le secteur des télécommunications. Vous avez été membre du premier conseil d'administration de France Télécom. Vous avez donc vu grandir Internet en France, mais du côté des tuyaux, j'ai envie de dire. Vous êtes donc un passionné de l'industrie et des technologies. Et vous avez travaillé sur cette question de l'imaginaire dans l'industrie. Expliquez-nous ce lien entre l'industrie et l'imaginaire. Alors, l'industrie, en général, on l'a réduit à un phénomène économique et technique. Et je dirais même, on l'a réduit souvent à la technique elle-même et aux vieilles techniques, notamment la manufacture. C'est-à-dire qu'en France, en particulier, dès qu'on dit industrie, on pense au 19e siècle, la mécanisation germinale, etc. Oui. Or, l'industrie, c'est tout à fait autre chose. C'est à la fois un phénomène social, sociétal. Par exemple, Bernard Charles dit l'industrie c'est tout, et je le rejoins. C'est toute la société, c'est la société conceptrice et productrice qui se projette pour inventer, réaliser des mondes. C'est exactement une vision du monde, vous dites à un moment dans l'ouvrage. Une vision du monde. Moi, dans un bouquin que j'avais fait qui a provoqué notre rencontre et notre dialogue avec Bernard Charles, qui s'appelle La religion industrielle, eh bien, je défends que l'Europe a inventé, sur la très longue durée, je ne peux pas vous le développer en détail, mais a inventé une conception du monde que j'ai appelée industriation, même pour la différencier de l'industrialisation. L'industrialisation du 19e, celle dont on parle toujours, la grande révolution industrielle, qu'on associe souvent à James Watt, etc. Mais bon, c'est un peu rapide. En tout cas, ce phénomène historique est un moment de l'industriation. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire industriation? Ça veut dire se projeter. Qu'est-ce qu'on fait dans l'industrie? Il y a un très beau tableau de Véronèse que j'utilise beaucoup, qui s'appelle l'industrie au Palais des Doges à Venise, qui associe le cerveau et la main. C'est-à-dire qu'on conçoit un individu ou un collectif, aujourd'hui ce sont des collectifs, on conçoit un modèle, on conçoit une idée, et la main la réalise. C'est l'alliance de la main pensante ou du cerveau agissant. Et c'est exactement ça, c'est ce que dit aussi Gehry. Gehry, par exemple, il a fait aussi la fondation Louis Vuitton. Oui. Louis Vuitton. Et Gehry, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un dessin, une création, et aussitôt, il dialogue avec les informaticiens, les ingénieurs de Dassault Systèmes, comme vous le rappeliez, avec le logiciel. Il voit toute la complexité, il revient sur son dessin, etc. C'est-à-dire qu'il peut faire la fondation, le Guggenheim, il peut le faire au millimètre près. Oui. Vous savez qu'il y a autant de fer, je crois, dans la fondation Louis Vuitton que dans la Tour Eiffel. Donc ça veut dire, et vous voyez comment est le bâtiment, ou le Guggenheim à Bilbao. Donc ça veut dire une capacité de projection et de réalisation. C'est ça l'industrie. Et c'est un collectif. Donc c'est pour ça que je parle de société conceptrice et productrice. Mais comment est-ce qu'on arrive à avoir une approche philosophique de l'industrie? Justement, on aborde l'industrie toujours par un petit bout, soit économique, soit historique, soit par le travail, etc. Par de multiples facettes, soit par la question environnementale et écologique, etc. Et on ne voit pas le phénomène dans son ensemble, c'est-à-dire il est multidimensionnel. Et tous les grands philosophes, depuis fort longtemps, je ne veux pas remonter à l'Antiquité, mais on pourrait parler d'Aristote et Platon, mais peu importe, en remontant ne serait-ce qu'au XVIIe siècle, les grands penseurs comme Descartes, comme Francis Bacon en Angleterre, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut maîtriser ou devenir comme maître et possesseur de la nature.
notamment grâce aux sciences, puisque c'est la naissance des sciences modernes. Et donc, on va appliquer les sciences dans la manufacture. Et donc, on associe dès le XVIIe, à Londres et à Paris, l'académie et la manufacture, la science appliquée dans le travail. Et ça, c'est un moment majeur de développement de l'industrie. Ce n'est pas le seul. Et qu'est-ce qu'on fait au XIXe? Toujours dans ce qu'on appelle à tort la révolution industrielle. Oui. Parce que ce mot révolution est un récit, je dirais, un récit inventé au XIXe et répété jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, dès qu'il y a une innovation technique, on pense que c'est une révolution. Ah bah maintenant, on est dans la révolution de l'intelligence artificielle. Permanente, c'est une révolution permanente. Il n'y a même pas 2 ans, c'était le métavers. Si je remonte 4 ans avant, c'était la robotique, etc. Les NFT, les cryptos. Voilà, bon, ça n'arrête pas. En fait, c'est une mauvaise compréhension de ce qui se passe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une rupture scientifique et technique majeure qui remonte en fait, qui a déjà presque 80 années, qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, c'est l'invention de l'informatique. Nous sommes dans ce qu'un grand historien, Bertrand Gilles, appelle un nouveau système technique. Par exemple, le 19e siècle, c'est le système technique, c'est la mécanisation. Le début du 20e, c'est l'électrification. Donc ça bouleverse tout le système de production, ça bouleverse la société. Aujourd'hui, c'est l'informatisation et sa rencontre avec l'informatique, avec les télécoms. Ce sont des ordinateurs en réseau, la téléinformatique, qui a produit Internet, qui a produit les réseaux sociaux et qui a produit dans le monde de l'entreprise et dans le monde économique en général une révolution majeure, qui n'est pas l'IA ou la robotique, qui est le fait que le système de production, c'est le système d'information. Oui. C'est-à-dire, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous rentrez, quelle que soit son activité, tout le monde est connecté à un système de production, d'où par exemple le modèle de l'entreprise plateforme, puisque vous pouvez à l'échelle mondiale connecter des savoirs, des savoir-faire autour d'un objet, par exemple si vous voulez créer un objet, un avion ou n'importe quel objet, et mobiliser toutes les compétences dans leur diversité à l'échelle internationale. Et l'univers virtuel est particulièrement adapté, si je puis dire, à ça. Alors pourquoi l'imaginaire? Parce que l'imaginaire, c'est la projection. Et l'industrie, c'est d'abord le fait de se projeter individuellement, mais surtout collectivement, pour inventer quelque chose qui est complexe en général, et ensuite qu'on va expérimenter, fabriquer. Et l'univers virtuel, c'est le meilleur exemple. Pourquoi il hybride le réel et le virtuel? Et aujourd'hui, on est constamment dans 2 mondes à la fois, y compris avec le smartphone. Il n'y a qu'à se balader dans la rue ou au métro. Tout le monde est dans 2 mondes, à tel point qu'on ne voit même pas la personne qui est en face de soi, parce qu'on est branché. Mais dans l'entreprise, c'est pareil, partout. On est constamment dans un monde en double. Et on évolue dans un monde en double. Or, cette industrie, elle fait appel. Le moteur de l'industrie, c'est pas simplement l'énergie, c'est un des éléments, c'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire et les connaissances. L'industrie contemporaine, ces 2 moteurs, ce sont les connaissances scientifiques, ou les savoir-faire et les métiers, bien sûr, les connaissances dans toute leur complexité, et les imaginaires, c'est-à-dire la capacité collective de projection. Ça, c'est valable pour toutes les industries. Oui, oui, pour toutes les industries contemporaines. Pourquoi? Parce qu'on réduit toujours, y compris, regardez, dans tous les débats sur réindustrialisation, désindustrialisation, et dès qu'on veut chercher des chiffres, oui, on n'est plus qu'à 10% du PIB, etc. Je parle de la France par rapport à l'Allemagne ou à d'autres pays. Eh bien, on parle en fait de l'industrie manufacturière. Mais même l'industrie manufacturière, prenez une automobile, c'est autant de services que de produits. C'est du service après-vente, c'est... par exemple, si vous me parlez de l'automobile, et de l'industrie automobile et de l'imaginaire, moi, je vais plutôt me projeter dans les discours très futuristes, presque idéologiques d'un Elon Musk. Pas dans la manufacture de Renault, par exemple. Mais Elon Musk, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est toute la Silicon Valley fait ça. Il fait une projection qui part de la science-fiction. Le fondateur de ça, en fait, c'est Steve Jobs, qui a été le père. Musk ne fait que marcher dans les pas de Steve Jobs. Et qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que le moteur de l'industrie, c'est justement la fiction, l'imaginaire, la création, l'invention, l'œil de l'industrie tel que le représente Véronèse dans le tableau que j'évoquais.
Eh bien, ça veut dire la capacité à se projeter, comme a su faire la Renaissance, c'est pour ça qu'on parle de la Renaissance, ou comme on sait le faire aujourd'hui dans l'industrie. Donc Musk, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout ce que fait la Silicon Valley, c'est-à-dire prendre tout ce qui est technologiquement possible doit être réalisé. Nous n'avons pas tout à fait la même vision en Europe. C'est ce que j'allais dire, parce que est-ce que nous, nos industriels, sont dans cette projection? Alors, ils sont dans le mimétisme, malheureusement, pour beaucoup, d'où on va au CES de Las Vegas s'agenouiller tous les ans, où on va à la Silicon Valley ou à MIT, à Boston, mais parce qu'on réduit l'industrie à la tech et à l'innovation technologique, c'est une erreur monumentale, y compris au plus haut de l'État, voire de la Commission européenne. Parce qu'on n'a pas compris que l'industrie, c'est un phénomène beaucoup plus global. Industrialisation et industrialisation, projection, expérience, modélisation. Et donc, on réduit à la tech et on réduit finalement aux start-up, voire aux licornes, etc. Enfin, c'est le discours dominant. Et alors que ce qui est important, c'est une politique industrielle ou des politiques industrielles, au sens noble du terme, d'ensemble. On commence à s'en apercevoir parce qu'on s'aperçoit évidemment que la Chine, d'un côté, qui a cette vision globale, et de l'autre, les États-Unis de Biden, qui a aussi cette vision globale, sont en train de prendre en sandwich, si je puis dire, l'Europe, qui a perdu toute référence aux politiques industrielles depuis 20 ans. Donc vous dites que ce n'est pas juste une question de politique d'autonomie technologique, c'est vraiment une question de vision du monde, presque de transmission culturelle. Absolument, c'est pour ça que mon approche est philosophique. Ouais. Il faut la prendre dans son ensemble et pas par un petit bout économique, technique ou autre. Et justement, on réduit trop vite l'industrie, d'une part à la manufacture, donc au 19e siècle, ce qui est une erreur monumentale, évidemment. Bon. Et donc on a Germinal qui revient en permanence, au cinéma, partout. La pollution, l'exploitation, etc. Et d'autre part, on l'a réduit à la technique. Regardez, quand on parle de la grande révolution industrielle du 19e, qu'est-ce qu'on dit? James Watt. Je vous donne un seul exemple, et c'est ce qui m'a inspiré pour faire cette conversation avec Bernard Charles. C'est que James Watt, c'était le laborantin de l'université de Glasgow, et dont en Écosse, d'où est partie la fameuse révolution. James Watt, après, il va travailler avec Boulton pour lancer son entreprise. Mais James Watt, il travaille dans un collectif où les leaders s'appellent Adam Smith, philosophe avant d'être économiste, David Hume, Ferguson, etc. C'est-à-dire c'est un collectif de philosophes, d'artistes, d'ingénieurs, de politiques, d'industriels, etc., qui ont transformé la vision du monde à l'époque et qui ont pu transformer la manufacture, faire que la manufacture devienne usine. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape, on n'est plus simplement dans l'usine, on est dans la très grande entreprise mondialisée en plateforme. Donc, ce passage n'est pas pensé, l'industrie est sous-pensée. C'est pour ça que vous avez choisi ce titre de Renaissance. C'est un parallèle aussi avec le mouvement artistique, intellectuel. Oui, bien sûr, mais vous avez raison de citer le monde artistique, parce que regardez l'Allemagne, le Bauhaus, dont on commence à se dire, tiens, c'est important. 1919, le Bauhaus, c'est la rencontre d'artistes, d'intellectuels, et il donne naissance, entre autres, au design, qui est aujourd'hui diffusé complètement dans l'industrie. Donc c'est toujours ces rencontres, ces moments qui ont fait toutes les grandes bifurcations de l'histoire de l'industrie sur quasiment un millénaire. Pour ma part, je remonte au monastère. Ça peut faire rire, mais le monastère, c'est l'endroit où non seulement on a réhabilité le travail par rapport à l'Antiquité, mais c'est surtout là où on a introduit la communauté de travail organisée. Et le père du management, c'est pas simplement Drucker, c'est Saint-Benoît. Les monastères bénédictins, on divise le temps et en fonction de ça, on fait du travail, de la prière, de la lecture. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'industrie? C'est l'organisation d'une communauté de compétences avec des rythmes et des cadences. Tout est mesuré à la temporalité, pas simplement les médias, mais toute l'entreprise. Et le chronomètre, si je puis dire, c'est le smartphone et l'ordinateur. Et si vous allez sur les marchés financiers, ça va encore plus bas dans la décomposition de la temporalité. Donc on voit bien que toute l'histoire de l'industrie est liée, par exemple, à l'histoire de l'horloge, devenue ordinateur, et à l'organisation d'un collectif de travail organisé en fonction de compétences multiples, mais orientées. Et la force de l'industrie, c'est justement cette capacité
à rassembler cette communauté et à l'orienter. Et ça, c'est très complexe à faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir ce dialogue avec un industriel. Alors, je dois dire que c'est très vivant parce que vraiment, enfin, il y a aussi un narrateur. On est vraiment dans votre relation. On vous entend réfléchir ensemble. Avant le dernier chapitre, il y a eu une interruption d'1 an dans ce dialogue. Vous dites, on reprend l'histoire là. Il y a une pandémie qui est passée par là. Oui. Ça a été quand même une secousse importante pour l'industrie, notamment du côté de la santé, du médicament. Est-ce que vous avez l'impression que ça a permis justement de déclencher un mouvement positif pour l'industrie? On a entendu même des discours politiques pour la réindustrialisation de la France et de l'Europe. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Pas assez. C'est-à-dire, oui, le Covid a été un électrochoc, évidemment, pour tout le monde, et a fait qu'on a dit, ah oui, on avait peut-être trop fait de faiblesse, de délocalisation d'entreprises sans usine, etc. On avait délocalisé, notamment en Asie du Sud-Est ou ailleurs, et on s'est dit, tiens, peut-être qu'il faut ramener. Mais ça ne suffit pas à délocaliser, relocaliser. Maintenant, il y a une nouvelle industrie qui se développe. Donc, il faut inventer cette industrie. Il faut à la fois transformer. Et c'est ça la bifurcation qu'il faut faire actuellement. Ce n'est pas simplement prolonger les innovations techniques, c'est créer cette nouvelle industrie. Et par exemple, avec les univers virtuels, c'est un des grands chantiers, ce n'est pas le seul. Et regardez, ça a servi de déclencheur, le Covid, c'est pour ça qu'on avait fait cette interruption dans nos échanges. Mais le mot politique industrielle est revenu dans les débats publics. Oui. Tout d'un coup, après avoir critiqué le colbertisme high-tech. Mais la politique industrielle n'est pas là. Elle n'est pas encore là. Oui. Quand je vois ce que met Joe Biden, des centaines de milliards, quand je vois ce que fait la Chine et quand je vois les difficultés que l'Europe a à faire une politique industrielle coordonnée, par exemple à créer des champions européens. Pierre Musso, moi aussi, j'ai une horloge, malheureusement. Je vais arrêter, mais juste la concurrence interne à l'intérieur de l'Europe, entre industries, c'est suicidaire. Ce qu'il faut, c'est des coopérations industrielles puissantes. Absolument, on est d'accord. On en parle beaucoup dans Smart Tech. On espère qu'on y arrivera. J'espère que vous enverrez votre livre à tous les décideurs politiques français et européens. Puis c'est en train de changer en plus. Pierre Musso, merci d'avoir été mon grand invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le co-auteur avec Bernard Chalès de La Renaissance de l'industrie, dialogue entre un industriel et un philosophe.